Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Toujours encore un plaisir d'être avec vous pour cette édition, la grande édition en langue française. À la présentation, je suis Edis Sabiti. Tout de suite, rendons-nous en Chine où se tient le sommet Chine-Afrique et en marge du forum sur la coopération sino-africaine 2024 qui se tient à Beijing. Le président de la République, Paul Kagame, conjointement avec Zhao Lei, président de l'une des commissions du Parti communiste chinois au pouvoir, a présidé ce jeudi une réunion de haut niveau sur l'administration des instances de l'État. Le président de la République a fait observer que malgré l'apparition de nouveaux défis au niveau mondial, cela ne va pas empêcher la coopération sino-africaine qui s'élargit au jour le jour et qui se consolide davantage. Ajoutant que depuis l'instauration des réunions entre les deux parties, elles ont beaucoup gagné en ce qui concerne la coopération commerciale, dans le développement industriel et dans la collaboration des populations. Le président Kagame il a estimé qu'il est important que les pays en voie de développement entretiennent une forte coopération. Le chef de l'État a en outre indiqué que l'Afrique reste prête à s'appuyer sur ce rythme tout en adoptant surtout 3 programmes essentiels au niveau mondial que son homologue Xi Jinping a souligné, à savoir le développement, la sécurité et la coopération culturelle. Le président Kagame reste convaincu que tout cela ne pourra se réaliser que si la Chine et l'Afrique aient conscience de la nécessité d'avoir une gouvernance solide des instances de l'État et s'appuyer mutuellement pour atteindre des réalisations qu'il faut pour les deux parties. Justement, et à ce propos de cette coopération sino-africaine, nous sommes rejoints depuis la Belgique par le professeur, le docteur Eric Ndushabandi. Il est professeur à l'université de Louvain ainsi qu'à l'université du Rwanda, mais il est tout d'abord chercheur et donc politologue. Bienvenue, bon après-midi, docteur Ndushabandi. Salut, bonjour Eddy, bonjour à notre audience. Voilà, docteur Ndushabandi, très important cette coopération sino-africaine et justement c'est une coopération qui est née un peu plus tard que les autres coopérations parce que l'Afrique déjà avait ses partenaires traditionnels. Également au regard de l'histoire politique et coloniale. Doit-on dire que la coopération sino-africaine a plus que évolué au cours de ces dernières années? Oui, je pense qu'il faut rappeler d'abord le contexte dans lequel nous sommes, de la géopolitique, de la géoéconomie, mais aussi surtout de presque une crise de gouvernance mondiale depuis la création des organisations des Nations Unies et les agences qui vont avec elles. Surtout ici, je mentionne les institutions financières des Nations Unies qui définissent aussi les termes de la coopération économique avec les pays africains. Je dis que nous sommes au tournant de cette gouvernance globale qui est presque en crise ou alors d'un leadership qui ne parvient pas à stabiliser les types de systèmes internationaux dans lesquels nous fonctionnons. Et donc, ça ouvre une porte à la considération des économies émergentes comme la Chine, qui aujourd'hui invite justement les continents africains à parler des évolutions de cette coopération. Il y a une vingtaine d'années, ils se sont rencontrés depuis le Covid, et voilà qu'il y a une grande rencontre qui s'organise. Je pense qu'il est très important de considérer cette crise des valeurs de la gouvernance, de ces crises des valeurs de la démocratie libérale, des crises des considérations d'équité et de justice internationale par rapport aux droits de l'homme. Je pense que nous sommes au tournant dans le sens où la Chine offre une alternative aussi dans un contexte du multilatéralisme
qui est difficile à se définir. Ce multilatéralisme s'impose aujourd'hui non pas seulement à la suite de la globalisation, mais aussi des enjeux et des menaces qui nécessitent une coopération internationale. Et deuxième élément ici, c'est l'émergence d'une diplomatie aussi pragmatique avec la venue des leaders nouveaux, des leaders plus jeunes sur le continent africain et avec un espoir que ces leaders sont à la recherche de nouveaux paradigmes, ils sont à la recherche de la consolidation de leur voix pour faire une balance sur les rivalités internationales par rapport aux questions d'énergie, par rapport aux questions de l'environnement et des changements climatiques, mais aussi à la gestion de toutes ces conséquences. Et il est très important de parler effectivement de ce poids de la colonisation. Les rapports Nord-Sud qui ont été très marqués par le poids de la colonisation et les déséquilibres entre le Nord, comme on le dit, et le Sud, où les valeurs et les principes sont définis par ces organisations qui soutiennent. Je parle ici des années 90 avec les conditions de l'aide étrangère. Ici, le continent africain saisit l'opportunité effectivement qu'offre la Chine pour examiner où va le monde, c'est que le BRICS ou alors ce bloc de nouveaux émergents il offre. Il est très important enfin de mentionner que à ce tournant si présent, je pense que les éléments de critique qu'on avait l'habitude d'entendre, que tout ce qu'offre la Chine, c'est un déséquilibre, il fait de l'Afrique un marché. Je pense que là, c'est une plateforme aussi de négociation, d'apporter un équilibre dans l'importation et l'exportation entre les deux continents. Docteur Eric, et sur les conditions de la gouvernance. Docteur Eric, oui. Permettez-moi de vous relancer. J'aimerais savoir justement à ce propos, il y a une question très sérieuse là-dessus. Est-ce que le rapprochement de l'Afrique et la Chine, pourquoi ça semble attirer, bon, je ne dirais pas une forme de jalousie, mais pourquoi ça gêne les autres blocs ou les autres partenaires traditionnels, entre guillemets, de l'Afrique? Là, je parle du monde occidental, par exemple. J'allais dire que ça sera encore plus gênant d'ailleurs pour eux, maintenant que jamais. Nous avions entendu ça déjà au milieu des années 90 jusqu'au-delà. Je pense que ces gènes, ça risque de se renforcer, surtout que le monde, effectivement, après le Covid-19, a montré encore la nécessité de ces pluralismes, de ces pluralités d'acteurs qui doivent se mettre ensemble pour répondre à des questions d'ordre international qui en appellent à la coopération et au multilatéralisme et sans conditions et sans processus long tel qu'on a expérimenté ça. J'ai parlé de l'élément du poids de la colonisation, j'ai parlé de l'élément de la définition des valeurs et des principes qui déterminent cette coopération. C'était déséquilibré parce que c'était défini par les organisations internationales justement du monde occidental. Alors qu'ici, la plateforme, j'ai entendu ça dans les mots du président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame, qui parle effectivement de ce que souvent l'Occident dit, qu'il faudrait examiner les conditions sur lesquelles la Chine offre cette coopération. C'est les questions de gouvernance. Et le président de la République a parlé des éléments importants à considérer dans cette coopération, c'est de la construction des États et des gouvernances effectives et qui mettent en valeur non seulement les valeurs nationales, les valeurs locales, culture locale, mais aussi surtout de considérer les priorités de nos citoyens. Ces deux variables qui étaient souvent ignorées ou alors presque pas très défendues, là maintenant c'est sur la table et je pense que le discours du président chinois aussi est revenu sur ça, que toutes ces conditionnalités et toutes ces conditions ne sera pas seulement juste une coopération où la Chine verse de l'argent sans condition, ni une coopération qui ne valorise pas les valeurs de culture. J'ai vu la place de la culture, de l'éducation, des échanges, même du leadership. On parle de l'échange entre leadership. Donc, toutes ces valeurs-là qui n'étaient pas encore bien claires du côté de la Chine, je pense qu'ils vont ressortir maintenant dans cette coopération. Et alors, on saura que finalement, ce que la Chine offre, mais en retour aussi, l'Afrique tient en compte l'effectivité de l'État et surtout que ça serve les nations.
Parce que dans le modèle traditionnel occidental, de temps en temps, c'était peut-être des cercles au pouvoir qu'on soutenait. Et ça a posé des problèmes en Afrique. Mais là, le paradigme, s'il s'oriente vers la valorisation des valeurs et des cultures locales, des priorités, et finalement un programme de coopération qui cible le bien du citoyen, alors là, nous sommes sur un nouveau paradigme et qui vient au bon moment, au moment où l'Afrique se recherche à imposer sa voix sur la scène internationale, alors que regorge de ressources naturelles, l'énergie, surtout les forêts et l'eau, dans un contexte de crise de l'environnement et des changements climatiques. Mais aussi au sein de la voiture électrique et de l'émergence des digital, l'intelligence artificielle qui va déterminer les prochaines décennies. Mais là-dessus, par rapport déjà à la coopération au niveau politique, il y a forcément le président de la République, Paul Kagame, en a parlé. La question de la démocratie est toujours revenue, et surtout le mode de gouvernance de la Chine, qu'il semble vouloir peut-être transmettre aux pays africains, et la définition même de la démocratie. Docteur Eric, est-ce qu'aujourd'hui, doit-on dire que l'Afrique a les épaules larges et surtout les mains libres pour justement opérer ses choix par rapport à ses orientations politiques, ses choix politiques aussi qui semblent marcher en Chine, et des méthodes qui n'ont pas forcément marché pour l'Afrique par rapport à ce que ses partenaires traditionnels ou ce que le monde occidental a appris aux Africains? Merci beaucoup. Je pense que le paradigme qui va changer ici, on va aller tout droit vers le côté d'un État démocratique, mais développementaliste au fait. Et donc à ce moment-là, les conditions traditionnelles de dire la stabilité, les droits de l'homme, avec tous ces indicateurs qui étaient définis de l'extérieur, je pense que là, il y aura un dialogue autour de ça. Et surtout, l'État développementaliste que la Chine probablement va offrir à l'Afrique, là, si on dit déjà quelles sont les valeurs autour de ce style de leadership. J'ai vu dans les discours, on parle de plus de 1000 leaders africains qui vont être formés là-bas. Et on voit les échanges entre les universités, on voit les échanges culturels. Peut-être que là, ça va ressortir toutes ces valeurs maintenant nouvelles qui vont être les conditions ou alors qui vont déterminer le mode de gouvernance qu'on recherche. Et ici, l'État développementaliste, en effet, ne fait pas cette succession rationnelle de dire démocratie d'abord et puis développement après, et puis. Mais ici, on parle de conditions minimales, des infrastructures d'abord à mettre en place, et non pas des églises, et non pas mais plutôt des infrastructures qui touchent la vie du citoyen. Et là, nous avons perdu beaucoup de temps, en fait, dans plusieurs États, où non seulement du côté occidental, les conditions étaient définies telles qu'on impose un même modèle à tout le monde sans considérer les contextes locaux, mais aussi on va aller trop vite sans considérer les particularités des systèmes de gouvernance qu'on a, et finalement on a un écart qui était entre les dirigeants, les leaders politiques, c'est ce qu'on a observé du côté de l'Afrique de l'Ouest, et les citoyens. Maintenant, si aujourd'hui nous devons renforcer notre capacité d'exporter nos biens en Afrique, c'est-à-dire valorisation de l'agriculture, valorisation de tous ces services que les Rwandais, les Africains en général produisent, je pense que nous allons tout droit vers un besoin de développer des marchés, des hôpitaux, la valorisation du capital humain et aussi des infrastructures qui permettent finalement ces échanges d'égal à égal, convivial, comme ça a été dit dans plusieurs discours. Alors que dans l'autre côté, c'était plus, on sentait le poids d'une imposition, on sentait le poids d'un maître. Et là, je dis, dans certains contextes, c'était très important de le faire parce que nous avons beaucoup trop résisté, nous avons beaucoup pris du temps à établir des systèmes qui valorisent les citoyens ou alors les démos, la démocratie qui doit aller avec les minimums de besoins qui doivent être satisfaits et vers un développement durable, vraiment durable alors, qui considère une coopération égale à égale. Il y a la question, vous avez évoqué la question de l'environnement qui est une question centrale aussi par rapport donc la question du climat et l'environnement, une question centrale aujourd'hui au niveau global. Et maintenant, nous avons l'Afrique qui est présentée comme un continent solution
par rapport à la question du climat. Et d'une part, on a la Chine qui est une industrie très développée. D'autre part, on a l'Occident qui est également un monde très avancé en industrie. Les deux ont besoin du continent africain. Comment l'Afrique va faire justement pour faire la part des choses, excusez-moi pour cette tautologie, comment faire la part des choses, vivre bien et en harmonie avec les deux blocs? En harmonie, ça sera difficile, c'est trop idéaliste. Moi, je vais dire que dans cette recherche de l'équilibre, il y a quelque chose de très urgent à faire, c'est de fixer des politiques étrangères bien bâties sur des valeurs et des principes qui sont définis dès l'intérieur et des programmes très volontaristes qui développent vraiment et qui mettent les citoyens au premier plan. Une fois cette politique étrangère est définie telle que, alors à ce moment-là, une diplomatie pragmatique, c'est-à-dire considérer les intérêts par-ci par-là qu'il faut saisir en sachant ce qu'on offre, en sachant ce qu'on reçoit. Là, ça va demander à l'Afrique, encore une fois, de définir presque une voie commune sur une politique africaine, sur les priorités, parce qu'ici, nous plaidons pour des infrastructures transfrontalières. Et donc, cette collaboration entre les États, ça sera très important à consolider. De retour de la Chine, de Pékin, je pense que l'Union africaine a un rôle à faire pour faciliter tout cela et des blocs régionaux. Alors, pour que cette Afrique effectivement choisisse, il faut un leadership très visionnaire et qui soit capable de mettre quelque chose sur la balance et sur la scène internationale. La première des choses, c'est souvent un leadership visionnaire, c'est des valeurs importantes, c'est le développement du citoyen et la stabilité des institutions. Et une fois cela est mis en place, et là, ça sera un style que les Africains doivent eux-mêmes choisir, dans quelle mesure les institutions peuvent être plus stables que jamais pour que cette coopération soit à longue durée. Et donc, un nouveau style de leadership en Afrique dont on a besoin, c'est cette vision, c'est cette diplomatie pragmatique, mais aussi la capacité de concilier tout ce que nous aurons de l'Est, du Nord ou alors du Sud, c'est-à-dire des pays émergents, en définissant surtout du côté de l'énergie que nous intégrons nous-mêmes des énergies renouvelables et que du côté de l'environnement, que ce soit l'agriculture ou l'exportation vers la Chine, ne mettent pas en péril, par exemple, la vie des citoyens, mais aussi l'utilisation de tous ces fertilisants, parce qu'on doit aller vers la productivité pour qu'on soit capable non seulement de mettre sur le marché la quantité, mais aussi la qualité. Et alors, nous devons être capables de diversifier aussi nos sources d'énergie et la protection justement de ce patrimoine environnemental côté de la gestion des conséquences du climat, du réchauffement climatique. Et donc, pour dire bref, la capacité de l'Afrique à valoriser ses ressources, ça ne va pas être seulement un objet d'orgueil, mais ça demande un travail en profondeur de mettre sur la table ce que nous recherchons nous-mêmes, ce que nous voulons réaliser pour le bien de nos citoyens et être capable de travailler avec l'un ou l'autre. Mais la mondialisation elle-même et le contexte du système international imposent à l'Afrique maintenant, plus que jamais, de définir son style de leadership et surtout d'avoir une voie qui nous amène vers la coopération transfrontalière pour des projets transfrontaliers. Et là, ça exige effectivement la paix et la sécurité sur ce continent. Peut-être pour terminer, Dr Ndouchabandi, certains observateurs n'hésitent pas à dire que le continent africain est en train de rater quelque chose d'énorme, notamment en matière de coopération, en disant on a raté le transfert de technologie pour ce qui est de la coopération avec l'Occident. Nous sommes en train de rater le même train avec la Chine. La Chine qui investit davantage au cours de ces dernières années, mais la Chine, l'Afrique n'arrive pas toujours à pousser le pion pour ce qui est du transfert de la technologie. Comment faire maintenant pour non seulement pour ne pas rester des récipiendaires, des receveurs de ces technologies, mais également avoir une transmission de ce savoir-faire pour également avoir une place sur la scène internationale au même titre que les autres? Je vais dire oui et non. Oui, parce que nous sommes à la porte
de renouvellement et de numérique, par exemple, avec l'intelligence artificielle qui est déjà à nos portes, qui est déjà sur nos mains, alors que de notre côté, nos infrastructures digitales et nos infrastructures électricité, énergie et accès à l'Internet chez nos citoyens. C'est vrai, si on regarde ces côtés-là, on peut se dire nous sommes encore à la traîne, nous sommes encore loin d'y arriver et de saisir les opportunités qui vont avec. J'ai parlé de l'intelligence artificielle et du numérique parce que ça va bouleverser, ça va changer les secteurs de la santé, les secteurs financiers, les secteurs économiques, même de la gouvernance, de la participation, l'accès à ces données instantanées et à la capacité de réagir. La capacité de réagir, encore une fois, ça va nous amener à travailler beaucoup nos compétences et nos capacités de nos jeunes et de nos leaders pour qu'on réponde effectivement à ce monde digital qui s'installe et qui va changer les choses. La Chine, effectivement, vient à un moment où il faudrait absolument que les Africains soient capables de percevoir ce qui est original, ces investissements directs qui vont nous permettre de voir immédiatement les changements. Alors à ce moment-là, on va rattraper ce retard peut-être en nous disposant à toutes ces conditions. Alors, les conditionnalités de cette coopération financière chinoise, il faudrait aussi regarder chaque fois si la main-d'œuvre elle est aussi transférée avec ces capacités-là. Être capable de voir si ces formations et ces technologies sont portées par les Africains et pour des générations. Là, nous saurons qu'on n'est pas à la traîne et que nous pouvons rattraper effectivement cette histoire. Mais il est temps, je suis bien d'accord qu'il est temps d'explorer ailleurs et de voir ce que le monde nous offre, le monde de la globalité et le monde du digital. Docteur Eric Ndouchawandi, il y a au niveau de la région, notamment à East African Community, la région est-africaine, est-ce que doit-on dire que aujourd'hui, lorsqu'on considère par exemple le transport des biens et des personnes, les échanges commerciaux, doit-on dire que de manière pragmatique, la Chine a pesé ou on peut sentir la main de la Chine sur le développement socio-économique de ce qu'on connaît ici dans la région? Doit-on dire que c'est un partenaire non en quittant la scène africaine, mais en revenant dans la région, doit-on dire que la main de la Chine à la pâte, c'est de quelle importance? Je ne parlerai pas des indicateurs économiques et des chiffres, mais ils sont croissants. Ils sont en train de croître et ils sont appelés à croître encore dans les années à venir. À considérer seulement les infrastructures, à considérer les routes, et bientôt peut-être les chemins de fer, ça va changer l'image de l'East African Community. Et là, je pense que ce qui tarde, c'est souvent cette vision des États, cette collaboration des États et les barrières, l'harmonisation des lois et des règles et des tarifs. C'est ce qui tarde plutôt, c'est cette volonté politique qui doit aller plus vite et de saisir l'opportunité. Sinon, la Chine a tout à gagner à financer un chemin de fer qui vient de la mer, de l'océan d'un côté à l'autre. Vous voyez ce que ça représente depuis la Tanzanie, le Kenya, jusqu'à l'extrémité du Congo, par exemple, ou alors en montant vers la corne de l'Afrique. Tout ça, c'est des choses qui sont à notre portée et la Chine, elle est prête à le faire dans les années à venir. Mais ça va nous demander beaucoup de négociations avec les autres partenaires internationaux, la fixation d'une volonté politique et de la coopération dans ces pays-là. Sinon, en termes de productivité, de ce que nous mettons sur le marché chinois, il y a encore un grand déséquilibre. Et je pense que la Chine exporte beaucoup plus de choses sur le continent africain. Et c'est là que se trouve la négociation. Il faudrait que l'East African Community regarde les domaines dans lesquels il peut travailler une note de coopération qui va justement inverser la balance en disant, voilà, on développe une politique agricole régionale pour qu'on soit capable de produire en quantité et en qualité ce qu'on peut mettre sur le marché, mais aussi le marché commun africain qui va donner l'opportunité peut-être de briser ces barrières
étatiques et de briser ces barrières régionales pour embrasser une politique africaine qui va déterminer une ligne de conduite de la coopération et de renforcer notre capacité d'exporter nos produits agricoles, non seulement les minéraux, les ressources naturelles, mais aussi les ressources agricoles qui occupent une grande partie de la population. Alors, et en échange, ou alors simultanément, c'est le renforcement de capacités de nos jeunes et de diversifier les sources de capital financier, c'est le développement des services sur le continent africain. Et je vois évidemment l'émergence du numérique et tous les services qui vont avec, qui vont se renforcer sur le continent africain. Alors l'East African Community, avec une démographie très jeune comme ça, je pense que ça offre une opportunité et on espère que dans les années à venir, ça pourrait être plus visible, plus concret et avec plus d'impact sur les citoyens ordinaires. Ce que nous avons toujours recherché ailleurs, souvent on n'a pas trouvé. Eric Ndushabandi, il est docteur et surtout professeur à l'université de Louvain, à l'université du Rwanda. Il est politologue et chercheur. Merci beaucoup pour cet éclairage, docteur. C'est moi qui vous remercie. Voilà, revenons en actualité nationale avec le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, qui s'est entretenu avec le vice-président en charge de l'alimentation au sein de la Fondation internationale Rockefeller, le docteur Roy Stein. Les deux personnalités ont échangé autour du déploiement des efforts dans le projet de fournir aux élèves d'école une alimentation équilibrée, notamment avec la farine de maïs fortifiée, comme nous l'explique ici notre confrère Kassim Youssouf. Après ces entretiens, le vice-président de la Fondation internationale Rockefeller en charge de l'alimentation, le Dr Roy Steiner, a fait savoir qu'ils ont apprécié les discussions qu'ils ont eues avec la délégation du Rwanda et que cela donne de l'espoir dans la lutte contre la malnutrition chez les enfants. Nous avons discuté avec le Premier ministre de la manière de passer de la méthode traditionnelle de transformation de la farine de maïs, celle de céréales raffinées, à la méthode moderne de transformation des céréales enrichies et nous servir de cette méthode pour fournir des repas nutritifs aux écoliers. Nous savons que les aliments enrichis modernes sont riches en nutriments et que presque aucune partie du maïs n'est perdue, tandis que les céréales raffinées perdent 28% du maïs et 9% des nutriments contenus dans le maïs. Si nous voulons que les enfants reçoivent une alimentation nutritive et saine, nous leur donnerons de la farine de maïs enrichie, car c'est la meilleure façon d'aider les enfants à bien vivre et à être heureux, car cette méthode est simple et peu coûteuse, car elle ne nécessite pas d'autres frais. Cette approche va aider les enfants à maintenir un état nutritionnel sain et à réussir à l'école. En fait, c'est de cela dont nous parlions et nous sommes heureux que le Premier ministre l'ait si bien compris que c'est scientifiquement prouvé. C'est une bonne chose qu'il s'agisse d'un projet réalisé au Rwanda et le fait que l'idée soit née au Rwanda et ait également atteint d'autres pays est très excitant de voir des millions d'enfants en Afrique et dans d'autres régions du monde bénéficier de ce projet et reçoivent de la farine de maïs moderne. Le ministère de l'Éducation indique que l'on attend de ce projet une importante contribution au programme consistant à fournir aux enfants à l'école une alimentation équilibrée et enrichie en nutriments, ce qui va favoriser une bonne assimilation des cours. La Fondation Rockefeller appuie déjà le Rwanda dans différents programmes touchant l'éducation, la santé et l'agriculture et l'élevage. Merci beaucoup à Kassim Youssouf et c'est même par cet élément que nous mettons un point final à notre édition
qui s'est essentiellement consacré sur le sommet Chine-Afrique qui se déroule en ce moment, où on est revenu sur différents points qui ont marqué ce forum et surtout les attentes du continent africain par rapport à la contribution de ce rapprochement entre la Chine et le continent africain. Merci donc à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Murenzi Karangwa. En mon nom propre, Edis Sabiti, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles à nos programmes.